Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une des plus grandes, des plus belles et des plus tragiques histoires jamais racontées. Une légende qui a traversé les siècles et qui nous parle encore. Celle de Tristan et Iseult. Tout commence par cette simple question posée par les conteurs d'autrefois. C'est une invitation en fait. Une promesse d'un récit où la joie et le deuil sont inséparables, où l'amour est si puissant qu'il défie même la mort. Allez, c'est parti, on s'y plonge. Alors, notre histoire, elle commence avec lui, avec Tristan. Il faut s'imaginer le chevalier idéal, courageux, loyal, complètement dévoué à son oncle, le roi Marc de Cornouailles. C'est vraiment le héros parfait, mais un héros que le destin a déjà marqué pour la tragédie. À ce moment-là, le royaume vit sous une terrible humiliation. L'Irlande exige un tribut, mais pas n'importe lequel, des centaines de jeunes gens, livrés comme du bétail. Et face à ça, personne n'ose rien dire. Personne, sauf un. Le jeune Tristan qui se lève et qui défie le champion irlandais, le Morholt, un géant que tout le monde croit invincible. Et Tristan gagne, c'est un exploit incroyable. Mais cette victoire, c'est là que tout se joue. Elle porte déjà en elle les graines du drame. Parce qu'il y a deux conséquences. D'abord, ce petit bout d'épée qui reste dans le crâne de son ennemi. Une preuve, une pièce à conviction pour plus tard. Et puis, il y a le poison de la lame du Morholt qui le laisse à l'agonie. Bon, Tristan revient en héros, évidemment. Mais à la cour, vous savez comment c'est. Un grand succès, ça attire la jalousie. Des barons, qui voient en lui une menace, commencent à comploter. Ils se mettent à pousser le roi Marc à se marier pour avoir un héritier et, bien sûr, pour écarter Tristan du pouvoir. Et là, le destin s'en mêle d'une façon presque magique. Le roi, pour se débarrasser des comploteurs, lance un défi qu'il pense impossible. Il dit qu'il n'épousera que la femme à qui appartient ce cheveu d'or tombé du ciel. Mais voilà, Tristan, lui, reconnaît ce cheveu. Et par pure loyauté envers son oncle, il jure de retrouver cette femme, sans savoir qu'il se lance dans une quête qui le renvoie tout droit en Irlande, en plein territoire ennemi. Et c'est là que la tension monte d'un cran. Parce que la femme aux cheveux d'or, c'est Iseult, la princesse d'Irlande. Et pendant qu'elle soigne ce mystérieux chevalier blessé, elle remarque son épée, qui est ébrochée. Curieuse, elle va chercher le fragment de métal qu'elle avait elle-même retiré du crâne de son oncle, le fameux Morholt. Elle compare, et ça correspond parfaitement. Imaginez le choc. L'homme qu'elle est en train de sauver, c'est l'assassin de son oncle. C'est l'ennemi juré de son peuple. Sa réaction est immédiate, c'est la fureur. Elle saisit l'épée de Tristan et s'apprête à le tuer, là, dans son bain, sans défense. C'est seulement par la parole, par l'intelligence, qu'il arrive à la convaincre de l'épargner. La paix est donc conclue, et Iseult doit maintenant suivre Tristan pour épouser le roi Marc. Mais sur le bateau qui les ramène en Cornouailles, une force bien plus grande que la haine ou le devoir va entrer en jeu. Une force qui va les lier pour l'éternité, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et cette force, c'est ça, le filtre d'amour. La mère d'Iseult, qui était un peu magicienne, l'a préparée pour garantir le bonheur de sa fille. L'idée, c'était de s'assurer qu'Iseult et le roi Marc tombent éperdument amoureux. Un amour éternel, absolu, qui ne pourrait jamais mourir. C'était une sorte de police d'assurance magique. Et bien sûr, la reine donne le flacon à Brangienne, la servante d'Iseult, avec un avertissement très clair. Attention, seuls Iseult et Marc doivent boire ça. Personne d'autre. On sent bien le poids de ces mots, le danger immense qui se cache derrière une simple erreur. Et l'erreur, elle arrive. De la façon la plus semble, la plus bête du monde. En pleine mer, il fait chaud, Tristan et Iseult ont soif. Ils demandent à boire. Une servante, qui n'est au courant de rien, voit le flacon, pense que c'est du bon vin et leur sert. En une gorgée, leur destin vient de basculer, pour toujours. Vienne donc la mort. C'est le cri de Tristan quand il comprend. Il réalise la nature de ce qu'ils ont bu. L'amour qui déferle en lui est si puissant que tout le reste disparaît. L'honneur, la loyauté envers son oncle, son devoir de chevalier, tout ça est balayé. Il sait que cet amour est une trahison et que la trahison mène à la mort. Et dans un élan terrible, il l'accepte. Une fois arrivés à la cour, leur vie devient un mensonge. Ils ne peuvent pas résister à cet amour magique, mais ils doivent le cacher à tout prix. C'est le début d'une double vie, faite de rendez-vous secrets, de ruses et d'un danger constant. C'est leur passion contre l'ordre de tout un royaume. Et cette double vie, c'est une escalade permanente. Au début, ils sont malins. Ils arrivent à déjouer les espions, comme cette fameuse scène où ils utilisent le reflet du roi dans l'eau pour communiquer. Mais leurs ennemis, menés par un nain maléfique, sont tenaces. Ils finissent par tendre un piège tout simple, de la farine, répandue entre leurs deux lits, et une malheureuse blessure qui se rouvre trahit Tristan. Une goutte de sang sur la farine, et c'en est fini. La preuve est là.
Pour le roi Marc, la trahison est totale. Les deux personnes qu'il aimait le plus au monde l'ont trompé. Sa douleur se transforme en une rage terrible et sa sentence est sans pitié. C'est une fuite en avant désespérée. Tristan est condamné au feu, et pour Iseult, c'est encore pire, elle est livrée aux lépreux. Mais Tristan s'échappe de façon miraculeuse avec ce qu'on appelle le sceau de Tristan. Et sa première pensée, c'est d'aller la sauver. Il tend une embuscade, la libère, et ensemble, ils n'ont plus d'autre choix que de fuir la civilisation et de s'enfoncer dans la forêt. Et là, dans la forêt, leur vie change du tout au tout. Fini les châteaux, fini le confort, ils vivent une vie dure, une vie de bêtes traquées. Et pourtant, le conte nous dit une chose essentielle. Ils ne souffraient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient ensemble. La puissance du filtre est telle qu'elle crée leur propre monde. Un monde où rien d'autre ne compte que leur amour. Et voilà où l'histoire nous laisse. Dépouillés de tout, de leur statut, de leur honneur, de leurs amis, il ne leur reste plus que cet amour magique. Et c'est là toute la puissance de cette légende. C'est la question qu'elle nous pose. Est-ce qu'un amour, aussi puissant soit-il, peut suffire quand le monde entier est contre vous ? Quand la passion et le devoir s'affrontent, qui doit gagner ? C'est une question intemporelle, et c'est pour ça que 1000 ans plus tard, cette histoire continue de nous hanter.